Bon, salam alaikum. Je vais donc reprendre la suite du cours. J'aimerais bien quand même vous rappeler ce qu'on a pu voir rapidement, ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Donc, nous avons parlé de la composition et de la distribution des liquides biologiques. Et dans les parties qui suivent, on va donc parler des régulations. Mais avant des régulations, on va parler donc des échanges. Vous savez très bien donc que les liquides biologiques ils sont répartis dans des compartiments distincts, séparés, à dimensions variables. Ils sont donc répartis entre deux compartiments essentiels, le compartiment intracellulaire et le compartiment extracellulaire, qui est donc le milieu intérieur lui-même, est réparti entre une partie plasmatique, le plasma, et le liquide interstitiel, le liquide dans lequel baignent nos cellules de l'organisme, et ce liquide interstitiel, il peut être canalisé et prendre donc le long de la lymphe. Et puis, qu'il existe donc des échanges en permanence entre ces différents compartiments qui se font entre donc le plasma et le liquide interstitiel à travers les capillaires sanguins, puis entre le liquide interstitiel et le liquide intracellulaire à travers les membranes cellulaires. Donc on va parler donc des échanges entre l'espace extracellulaire et intracellulaire, des échanges soit d'eau, soit des solutés. Alors nous avons pu voir que ces échanges se font à travers donc, la membrane des capillaires, ou bien qui est très perméable à l'eau et puis aux solutés, et puis la membrane cellulaire qui est plus perméable à l'eau que solidité. Et que cette membrane est présentée donc une perméabilité sélective. Donc il laisse passer certaines substances et non pas d'autres. Comme on a pu voir que la répartition des solutés entre les différents compartiments, intracellulaire et extracellulaire, elle est très différente du fait de la présence de protéines dans le compartiment intracellulaire et non dans le liquide interstitiel, donc l'espace extracellulaire. Donc c'est ça qui fait donc ces protéines qui sont chargées négatives, qui font que la distribution de part et d'autre de cette membrane, c'est-à-dire entre l'espace intracellulaire et extracellulaire, distribution des ions de solutés chargées est différente d'un compartiment à un autre. Et ceci donc étant géré ou assuré par donc ce qu'on a vu, l'équilibre de Gibbs-Dunning qui fonctionne grâce aux pompes, par exemple aux pompes sodium et potassium, concernant donc l'équilibre des concentrations en sodium et en potassium entre le compartiment extracellulaire et intracellulaire. Donc nous avons vu que le compartiment extracellulaire présente donc une concentration très élevée, très importante en potassium, alors que le compartiment extracellulaire c'est le sodium qui présente la concentration la plus importante et qui sont donc responsables de l'osmolarité de chaque compartiment. Comme on dit, l'osmolarité principale est principalement assurée par la présence de sodium dans l'espace extracellulaire, alors que l'osmolarité de l'espace intracellulaire est due principalement à la présence de potassium, bien sûr, avec les anions qui l'accompagnent. Donc je disais que cette membrane présentait donc une perméabilité sélective et que le déplacement des solutés va dépendre de leur poids moléculaire, de leur taille, de leur liposolubilité ou également de leur charge, mais aussi lorsqu'ils ont un poids moléculaire élevé et qu'ils ne sont pas liposolubles, ils peuvent donc être traversés grâce à la présence de molécules transporteurs. Et tout ça est assuré donc par des protéines membranaires. Nous avons donc rappelé la structure de la membrane plasmique avec les différentes protéines qui peuvent jouer un rôle de transporteur ou de canon. Alors concernant donc les échanges d'eau entre les compartiments intracellulaires, ça veut dire que donc je rappelle que la membrane cellulaire est plus perméable à l'eau, comme je vous ai dit, aux solutés, alors que la paroi capillaire est très perméable à l'eau et aux solutés. Alors l'eau peut donc se déplacer d'un compartiment à un autre et deux facteurs déterminent donc le mouvement d'eau. L'osmolarité, donc c'est la pression osmotique générée par les solutés contenues dans une solution, qui vont faire déplacer l'eau d'un compartiment à un autre. Donc c'est la présence de solutés osmotiquement actives qui va attirer l'eau vers elle. Donc les déplacements de l'eau d'un compartiment à un autre est appelé osmose. C'est la diffusion de l'eau à travers la membrane qui est semi-perméable ou perméable uniquement à l'eau. Et également à la pression hydrostatique générée par le système cardiovasculaire. Alors ça, j'en ai déjà parlé. Pression hydrostatique, ce sont des forces de l'eau exercées contre la paroi qui vont tendance toujours à faire sortir de l'eau au-delà de cette paroi. Donc nous avons vu l'exemple de transport en vrac et que dans ce transport en vrac, il y a donc deux forces qui définissent le passage des solutés et de l'eau à travers la membrane, qui sont donc la pression hydrostatique et la pression oncotique, qui est donc à la présence de protéines et surtout de protéines d'un compartiment à un autre. Donc, le déplacement d'eau entre les compartiments est gouverné donc par ces forces osmotiques, et ces forces, on note quand même qu'il y a une quasi-égalité de l'osmolarité dans tous les liquides corporels, mais on assiste des fois à des changements aigus d'osmolarité, et ces changements aigus qui sont dus donc aux échanges dans un premier temps entre l'extérieur et le plasma, qui vont
vont provoquer donc des modifications de concentration et qui vont se refléter sur ou bien qui vont générer donc également des échanges entre le plasma et le liquide interstitiel et entre le liquide interstitiel et le liquide intracellulaire. Donc le gradient osmotique, c'est le gradient osmotique créé par les solutés le gradient osmotique, c'est donc créé par les solutés qui ne traversent pas les membranes. Et c'est ce gradient qui est responsable du déplacement de l'eau. Alors l'osmolarité extracellulaire, je rappelle qu'il est dû principalement au sodium et puis aux anions associés. Alors que l'osmolarité intracellulaire, il est dû donc aux ions potassium et aux anions qui y sont associés. Et c'est ça qui va donc définir le déplacement de l'eau d'un compartiment à un autre. Donc comme vous pouvez le voir, les échanges hydriques entre les secteurs plasmatiques et interstitiels, donc, et également entre le liquide intracellulaire et le liquide intracellulaire et le milieu extracellulaire. Ce qui va définir les échanges entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire, ce sont donc les pressions osmotiques. Donc si par exemple la pression osmotique est élevée dans l'espace intracellulaire, l'eau il va pénétrer. Et inversement, lorsque la pression osmotique est élevée du côté extracellulaire, l'eau il va sortir. Et l'équilibre gibsonant va permettre le maintien de l'osmolarité intracellulaire et c'est ça qui va maintenir le volume intracellulaire normal. Alors les échanges d'eau entre le plasma et le liquide interstitiel vont être définis comme je vous ai déjà dit, en fonction de la pression oncotique et puis la pression hydrostatique. Donc peuvent se faire donc toujours des faibles pressions oncotiques vers les fortes ou bien des fortes pressions hydrostatiques vers les plus faibles. Et ça, on en a déjà vu un exemple lorsqu'on a parlé des transports en vrac. Alors, comme les mécanismes de déplacement de l'eau à travers la membrane, qui est-ce qui permet donc à l'eau d'être transportée à travers la membrane, bien que c'est une molécule qui n'est pas et qui est hydrophile, et philo. Alors, vous savez très bien que la membrane plasmique est faite de bicouches lipidiques. Alors, apparemment, ce passage d'eau peut être expliqué par le fait que les queues des doubles couches bilipidiques de la membrane plasmique, donc c'est ça, la partie à queue et la tête, donc les queues se déplacent de façon aléatoire et de manière aléatoire et donc laisse passer, au coup de leur déplacement, il laisse passer momentanément des petits espaces, donc laisse des espaces entre les têtes qui permettent donc de laisser momentanément des petits espaces qui vont permettre l'eau à traverser. Donc les queues se déplacent de façon aléatoire et laissent momentanément des petits espaces dans le milieu hydrophobe de la membrane. Les molécules d'eau sont assez petites et passent d'un milieu à l'autre. Donc ils passent à travers les espaces qui sont laissés lorsque ces têtes se déplacent, les queues se déplacent les unes par rapport aux autres. Alors l'eau peut aussi traverser certaines membranes en passant par certains canaux ioniques si ces canaux le permettent, mais le mode de déplacement de l'eau le plus important est celui qui se fait à travers qu'on appelle des aquaporines, qui sont donc des protéines spécialisées dans le transport de l'eau. Il existe donc 11 sous-types différents d'aquaporines et on peut citer donc l'aquaporine 1 qui a été la première à être identifiée. Alors maintenant, comment ça se passe le mécanisme d'action de l'hormone antidiurétique permettant donc la réabsorption de l'eau au niveau des tubules rénaux? C'est par le fait que l'hormone antidiurétique, il va donc stimuler la synthèse des aquaporines et leur translocation au niveau de la membrane tubulaire et par la suite donc permettre à l'eau de ressortir des tubules pour rejoindre donc la circulation et donc le sang. Alors un petit rappel sur l'osmolarité plasmatique. L'osmolarité plasmatique, donc nous avons vu qu'elle est principalement due à la quantité des anions ou à la quantité des cations plutôt qui sont donc le sodium. Et cette osmolarité plasmatique peut être rapidement calculée uniquement par la concentration plasmatique en sodium plus les anions qui sont associés. Alors le calcul rapide, connaissant donc la natrémie, la concentration plasmatique, on peut donc les multiplier par 2, ça donne donc une valeur de 200 milliosmoles. Donc la concentration plasmatique est de 240 milliosmoles par litre, multiplié par 2, donc c'est 280. Si on tient compte donc des non-électrolytes qui sont le glucose et l'urée, donc chacun présente une osmolarité de 5 millimoles pour le glucose et 5 millimoles pour l'urée, donc on doit ajouter à 280 2 fois 5. Donc l'osmolarité plasmatique, c'est 2 fois l'osmolarité de sodium plus du glucose plus celle de l'urée est égale à 290 milliosmoles par litre. Alors maintenant, nous avons pu voir qu'il y a une électroneutralité de tous les liquides corporels, c'est-à-dire il y a autant de quantité d'anions que de quantité de cations. Et ceci est assuré par l'équilibre de Gibbs
tendance. C'est donc l'équilibre jussidien qui permet donc le maintien de cette électroneutralité, c'est-à-dire autant de charges positives, de charges négatives dans chaque compartiment. Alors les échanges, comment ils se font? Donc les échanges d'eau se font à trois niveaux. Donc les trois principaux endroits où se produisent ces échanges sont entre le compartiment intracellulaire et le compartiment extracellulaire à travers la membrane plasmique, entre le liquide interstitiel et le plasma à travers la paroi des capillaires, et puis entre le compartiment le plasmatique bien sûr et l'extérieur à travers donc les membranes. Donc les échanges avec le milieu extérieur, ils sont assurés au niveau du tube digestif et puis au niveau des tubules rénaux mais également au niveau pulmonaire des capillaires alvéolaires. Donc initialement les échanges pour se faire entre l'extérieur et le milieu intracellulaire doivent absolument passer par la voie plasmatique et le liquide interstitiel, autrement dit par le liquide extracellulaire. Alors ces échanges d'eau entre les compartiments extra-intercellulaires, donc le compartiment plasmatique est en contact avec l'extérieur. Alors tout changement du volume et de l'osmolarité des liquides corporels à travers donc des changements survenant d'abord dans les liquides extracellulaires, alors tout gain ou perte d'eau ou d'osmole dans le compartiment extracellulaire va provoquer des changements du volume et de l'osmolarité plasmatique. Et ceci va provoquer une redistribution de l'eau entre les compartiments et intracellulaires. C'est-à-dire que donc tous les changements qui vont se produire entre le milieu extracellulaire et le plasma vont provoquer donc une modification de la composition plasmatique. Et ceci donc va générer des échanges automatiquement entre le plasma et le liquide interstitiel et ensuite entre le liquide interstitiel et le plasma. Et inversement, tout changement donc tout échange entre le liquide intracellulaire et le liquide interstitiel va se refléter sur le plasma et donc va se refléter va permettre des échanges entre le plasma et l'espace extérieur. Par exemple, l'augmentation de la pression partielle de CO2 dans le liquide interstitiel va permettre au CO2 de diffuser dans l'espace interstitiel qui va voir sa pression augmenter donc, par rapport à celle du plasma. Donc il va passer dans le plasma et ensuite la pression partielle de CO2 dans le plasma va être plus importante que celle des poumons et donc le CO2 va être diffusé à travers les poumons. Donc toute modification donc un gain ou une perte d'eau ou d'osmole dans le compartiment extracellulaire va provoquer des changements du volume et de l'osmolarité plasmatique. Il va donc provoquer une redistribution de l'eau entre les compartiments et intracellulaires. Exemple d'échange de pression et de volume de liquide extracellulaire et les conséquences sur les liquides intracellulaires. On parle du cas d'un gain de liquide isotonique. Qu'est-ce que ça veut dire isotonique? C'est-à-dire qu'il y a la même pression osmotique que le liquide intracellulaire. Autrement dit, vous avez donc une échelle de pression osmotique et une échelle de volume. Alors si vous ajoutez du liquide qui a la même pression osmotique au liquide extracellulaire qui a la même pression osmotique du liquide intracellulaire, qu'est-ce qui va y arriver? Donc vous avez par exemple dans le liquide extracellulaire, vous avez la pression osmotique de 3000 milliosmoles dans 10 litres et vous ajoutez 3 litres de manière iso-osmotique. Alors à l'équilibre, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir donc dans le liquide extracellulaire 3900 milliosmoles dans 13 litres. Donc c'est la même chose que 3000 dans 10. Alors 3010 est iso-osmotique par rapport à 6000 dans 20. D'accord? La concentration volumique, c'est-à-dire vous avez 300 milliosmoles par litre, c'est la même chose que plutôt 3000 milliosmoles dans 10 litres, c'est la même chose que 6000 dans 20 litres. Donc vous divisez par deux, vous avez la même, c'est iso-osmotique, la même osmolarité. Alors vous ajoutez du liquide avec des osmoles, donc 3 litres, vous ajoutez 900 milliosmoles, donc vous allez maintenir la même concentration osmotique dans le compartiment extracellulaire par rapport au compartiment intracellulaire. Alors à l'équilibre que vous allez avoir, vous avez donc le volume qui a augmenté, mais avec la même pression osmotique. Vous avez une augmentation du volume extracellulaire qui va se répartir entre le plasma et le liquide interstitiel de manière suivante, un quart dans le plasma et 3 quarts dans le liquide interstitiel. Mais les pressions osmotiques entre le liquide extracellulaire et le liquide intracellulaire sont identiques. Donc il y aura autant d'entrées d'eau que de sorties. Parce qu'il va y avoir des changements. Donc vous allez avoir à l'équilibre, l'osmolarité du liquide intracellulaire va être inchangée. Parce que entre les deux compartiments, vous avez la même pression osmotique. Bien que nous avons ajouté donc du liquide, on a gagné du liquide, mais du liquide isotonique. C'est le cas d'une perfusion, par exemple, d'un sérum osmotiquement avec la même osmolarité que celle du plasma. Alors deuxième cas de figure, de liquide iso-osmotique. Le cas par exemple d'une hémorragie. Vous allez perdre du liquide, mais vous allez perdre également les solutés qui en contient. Donc qu'est-ce qu'on va assister à la pression osmotique va être la même, mais il n'y a que le volume qui va baisser. Parce que initialement vous avez 3000 milliosmoles, puis vous perdez 3 litres, vous allez perdre en même temps 900 milliosmoles. Donc vous allez avoir
avoir donc 2100 milliosmoles dans 7 litres. C'est la même chose que 3000 dans 10 litres. Et c'est la même chose que 6000 dans 20 litres. Donc, suite à cette perte d'eau, vous avez perdu autant d'eau, de l'eau, mais également de solidité avec une concentration de 300 milliosmoles par litre. Donc, à l'équilibre, vous avez la même pression osmotique. Donc, il y aura autant d'eau qui entre que d'eau qui sort. Alors, à l'équilibre, on va avoir une diminution du volume extracellulaire. Cette diminution va toucher aussi bien le volume plasmatique interstitiel, mais l'osmolarité, elle est inchangée. Donc, dans le premier cas, nous avons vu qu'il y a un gain isotonique, d'accord? Vous avez le volume qui augmente, mais l'osmolarité ne change pas. Et dans le deuxième cas, vous avez une perte isotonique, vous avez le volume qui diminue, mais l'osmolarité reste inchangée. Autre cas de figure, vous avez un gain d'eau pure. Alors là, vous allez donc étendre le volume, augmenter le volume, mais sans apporter de solidité. Donc on va avoir 10 litres, à laquelle on va ajouter, qui contient donc 3000 milliosmoles par litre, auquel vous avez ajouté 3 litres, mais qui contient pas de solidité. Donc vous allez avoir on va avoir 13 litres, mais dans les 13 litres, on va avoir que 3000 milliosmoles. Donc 3000 milliosmoles dans 13 litres. Donc c'est une concentration, la pression osmotique, il va baisser. Il passe donc de 300 à, on peut la calculer à 230 ici ou 240. On peut faire le calcul. D'accord? Donc c'est 300 divisé par 13. 3000 divisé par 13. D'accord? Donc 3000 dans 3000 milliosmoles dans 13 litres. Donc c'est une pression, il est hypotonique par la pression du liquide intracellulaire. Donc l'eau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déplacer du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique. Donc on va avoir de l'eau qui va sortir de liquide extracellulaire et qui va remplir les cellules. Et à l'équilibre, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir donc on va avoir à l'équilibre autant de pression osmotique dans le compartiment extracellulaire que dans le compartiment intracellulaire. Donc vous allez avoir 300 milliosmoles dans 11 litres et ici 2 litres qui va passer de ce côté pour équilibrer les concentrations. Donc 3000 dans 11, c'est l'équivalent de 6000 dans 2. Qui à l'équilibre, on va avoir donc une diminution du volume extracellulaire, une augmentation du volume extracellulaire, une augmentation du volume intracellulaire, d'accord? Et une diminution de l'osmolarité extracellulaire et de l'osmolarité intracellulaire. Pourquoi? Vous avez ajouté 2 litres ici pour la même quantité de particules osmotiquement actives. Et là, on a ajouté 1 litre pour la même quantité de particules osmotiquement actives. Alors, l'autre cas de figure, c'est donc une perte d'eau pure. Vous perdez de l'eau, mais vous maintenez les solutés. Donc, dans ce cas-là, on va assister à une augmentation de la pression osmotique. Donc, au lieu de 10 litres, on va avoir 7 litres. Mais les particules osmotiquement actives, on va avoir 3000 osmoles dans 7 litres. Alors que ici, on avait 3000 osmoles dans 10 litres. Donc, nous avons plus d'osmoles que de volume. Donc, on va avoir une augmentation de la pression osmotique suite à la perte de l'eau. Et donc, vous allez avoir un milieu hypertonique. La concentration, le liquide extracellulaire va être hypertonique par rapport au liquide intracellulaire. Donc, l'eau, il va sortir des cellules vers le liquide extracellulaire. Et à l'équilibre, qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir donc, dans le liquide extracellulaire, 9 litres au lieu de 7. Et dans le liquide intracellulaire, on va avoir 18 au lieu de 2. Donc, mais vous allez avoir les mêmes pressions osmotiques. 300 milliosmoles dans la litre, c'est la même chose que 6000 milliosmoles dans 18. C'est les mêmes concentrations. Donc initialement, on va avoir une augmentation de l'osmolarité du liquide extracellulaire. Ceci va faire sortir l'eau du liquide intracellulaire. L'eau va se déplacer du liquide intracellulaire vers le liquide intracellulaire. Et à l'équilibre, vous allez avoir donc la même pression osmotique qui est inférieure à 300, mais il y a une iso-osmolarité entre les deux compartiments, avec bien sûr une diminution du volume du liquide extracellulaire et une diminution du volume du liquide intracellulaire. Donc à l'équilibre, on va avoir donc une diminution du volume extracellulaire qui va se répartir entre le liquide extracellulaire et intracellulaire, et puis une augmentation de la molarité. Donc, dans cette situation, c'est le contraire de la situation précédente où on a vu donc un gain d'eau pure va faire augmenter les volumes extra et intracellulaires et puis diminution de l'osmolarité. Alors que là, on va avoir une diminution du volume intracellulaire et du volume extracellulaire avec une augmentation de la pression osmotique. Donc pour comprendre ces phénomènes, il faut toujours raisonner par rapport à la pression osmotique d'un compartiment par rapport à l'autre. Donc l'eau se déplace toujours du compartiment les moins concentrés vers un compartiment le plus concentré. Donc tout ce qui fait augmenter la pression osmotique va faire déplacer l'eau vers le compartiment où il y a cette augmentation de pression osmotique. Et tout ce qui fait baisser donc la pression osmotique va faire sortir l'eau. Donc tout ce qui fait augmenter la pression va faire rentrer l'eau, et tout ce qui fait baisser la pression osmotique va faire sortir l'eau. Alors l'échange d'eau entre les compartiments extra et intracellulaires, donc il fait de volume cellulaire. Alors ces changements ils peuvent être pas aigus, soit chroniques. Aigus donc rapide dans le temps et instantané. Le changement aigu de l'osmolarité et donc de
la tonicité de liquide extracellulaire. Donc on dit tonicité, c'est donc le comportement de cellules vis-à-vis de l'entrée et de la sortie de l'eau. Donc le changement aigu de l'osmolalité va provoquer donc des modifications du volume cellulaire. Alors une diminution de l'osmolalité du liquide extracellulaire qui devient hypotonique va entraîner donc une entrée d'eau dans les cellules, gonflement cellulaire, en particulier au niveau des neurones cérébraux. On va avoir une augmentation de la pression intracrânienne, des maux de tête, convulsions, confusion et coma, et qui peut même entraîner la mort. Alors l'autre cas qu'on a vu, donc augmentation de l'osmolalité du liquide extracellulaire qui devient hypertonique, va provoquer une sortie d'eau des cellules, diminution du volume cellulaire, diminution de la pression intracrânienne, convulsion, confusion et coma. Donc ceci résume donc les deux situations qu'on a vues, donc une expansion hyperosmotique ou bien une extension hypoosmotique. Alors ceci concernant donc ce qu'on vient de voir, c'est donc les échanges d'eau et aigus. Alors concernant les échanges de cations entre les liquides extra et intracellulaires, alors les anions ne traversent pas facilement la membrane cellulaire. En fait, ils sont donc repoussés par les protéines anioniques intracellulaires qui, elles, ne sont pas diffusibles. En conditions physiologiques normales, la pompe sodium-potassium ATPase est le principal mécanisme d'échange d'électrolytes entre le liquide extracellulaire et le liquide intracellulaire. Il permet donc le maintien du potentiel membranaire et la concentration extracellulaire et donc le volume cellulaire. On peut citer donc aussi l'échangeur sodium-proton qui joue un rôle dans le maintien de sodium à l'extérieur, la concentration du sodium à l'extérieur de la cellule, ce qui donc permet le maintien du volume cellulaire et donc l'équilibre acido-basique. Alors certaines conditions liées à des équilibres ioniques vont entraîner des déplacements de cations de part et d'autre de la membrane plasmique en échange avec d'autres cations pour préserver l'équilibre électrique des compartiments. Donc toute modification aiguë ou anormale de la concentration ionique, cationique ou ionique dans un compartiment va provoquer des régulations pour rétablir ces concentrations ioniques de part et d'autre d'une membrane biologique. Alors exemple, une diminution de la concentration en potassium du liquide extracellulaire, on appelle une hypocalémie, c'est-à-dire une diminution de pression de la concentration en potassium dans le sang au niveau plasmatique, va provoquer une sortie du potassium des cellules. Donc c'est normal, si la pression partielle, la concentration en K+, dont le plasma diminue, ça va pour rétablir les concentrations ioniques de part et d'autre. Le potassium, il va sortir de l'intérieur de la cellule en échange avec le sodium ou le potassium. Et ceci va avoir un impact sur la natrine. Donc, la sortie du potassium des cellules va être compensée par une entrée de sodium et de H+. D'autres cas, une augmentation du proton H+, la concentration H+, donc diminution du pH du liquide extracellulaire, une acidose métabolique, va provoquer que les protons H+, en excès dans le liquide extracellulaire vont entrer dans les cellules en échange avec une sortie de Na+, ou de potassium. Donc c'est normal si le H+ augmentant le plasma. Pour équilibrer la concentration de part et d'autre entre le plasma et le liquide intracellulaire, le proton H+ vont pénétrer à l'intérieur de la cellule. Donc c'est des charges positives en plus. Donc ils vont être récompensés par une sortie de sodium et de potassium de la cellule. Alors l'effet de la sortie du sodium est négligeable dans la mesure où la perméabilité membranaire au sodium est très faible, mais l'effet de la sortie de potassium va provoquer une hypocalémie. Alors par contre, lorsqu'il y a une diminution de la pression partielle, plutôt de la concentration H+, du liquide intracellulaire, c'est une alcalose métabolique. Alors, cette sortie de proton H+, des cellules, en échange, on va voir donc une sortie de proton H+, des cellules, en échange avec une entrée de sodium et du potassium. Alors, l'effet de l'entrée de sodium est négligeable, alors que l'effet de l'entrée de potassium va provoquer une hypercalémie. Donc, vous voyez, donc tout changement de la concentration d'un cation dans un compartiment ou dans un autre va provoquer donc des modifications dans la distribution des ions de part et d'autre de la membrane. Pourquoi tout ça? Pour maintenir la neutralité électrique et puis l'égale concentration de part et d'autre d'une membrane ou d'un compartiment à un autre. Donc l'échange d'eau entre les compartiments extra et intracellulaires. Alors effet sur le volume. Alors le changement chronique de l'osmolarité de liquide extracellulaire, tout à l'heure nous avons vu un échange aigu, rapide, mais quand il s'agit d'un échange chronique avec le temps de l'osmolarité de liquide extracellulaire, ces effets disparaissent. Pourquoi? Parce que ça va déclencher donc des régulations du volume cellulaire par les cellules elles-mêmes qui vont conduire à un ajustement de la composition ionique du milieu intracellulaire. C'est ce qu'on appelle l'homéostase. Donc toute variation chronique de l'osmolarité de liquide extracellulaire va engendrer des régulations par les cellules elles-mêmes pour ajuster sa composition ionique, la composition ionique et maintenir la composition, ajuster donc la composition ionique du milieu intracellulaire. Alors quelle est l'importance donc de la stabilité des liquides corporels? Alors
dans cette stabilité, le rein il joue un rôle très important dans le maintien de stabilité, bien sûr avec d'autres appareils vitaux tels que le système cardiovasculaire et les poumons. Donc le rein va permettre de maintenir la stabilité du milieu extracellulaire pour préserver le fonctionnement cellulaire. Alors la stabilité du volume et de la composition du liquide intracellulaire est essentielle au fonctionnement des cellules. Il dépend de celle du liquide extracellulaire, du milieu intracellulaire, maintenu dans des limites très étroites. Exemple, la natrémie, le taux de sodium plasmatique normal est de 140 milliosmoles par litre. Alors l'hyponatrémie sévère, lorsqu'il devient inférieur à 120 milliosmoles par litre, le plasma devient hypotonique et l'eau se déplace vers les cellules. On va donc un gonflement cellulaire avec des conséquences graves au niveau cérébral, douleur, confusion. Donc c'est l'exemple qu'on a vu tout à l'heure lorsqu'on a parlé donc des échanges d'eau. Donc si le taux de sodium plasmatique augmente ou diminue, il va provoquer une sortie d'eau, plutôt une entrée d'eau ou une sortie d'eau vers le plasma ou vers le milieu intracellulaire. Alors, concernant l'acalémie, c'est le taux de sodium plasmatique. À l'état normal, il est de 4,5 millimosmoles par litre. Alors, l'hypercalémie sévère, lorsque cette concentration plasmatique en potassium devient supérieure à 5 milliosmoles. Donc, on va avoir une dépolarisation des cellules et augmentation de l'extrémité nerveuse et cardiaque. Donc, c'est un risque d'arythmie grave et moderne et mortel. Alors, je reviens à ce cas-là. La natrémie, par exemple, plasmatique, lorsque la natrémie plasmatique devient inférieure à 120 milliosmoles par litre, donc le milieu plasmatique devient hypotonique par rapport au milieu intracellulaire. Donc, et l'eau va passer du plasma vers l'intérieur de la cellule. C'est ça qui va provoquer donc le gonflement de la cellule qui risque d'être mortel. Alors voilà donc avec les échanges, quelques exemples d'échanges et des régulations qui s'en suivent, l'échange d'eau et d'électrolytes. Alors là, on va passer à la définition de ce que c'est que la lymphe, comment il est formé la lymphe et quelle est sa fonction. Alors vous avez donc un schéma qui montre donc un vaisseau sanguin avec bien sûr à l'intérieur vous avez donc le plasma et puis les éléments figurés du sang, les hématies et le leucocytes, d'accord. Et nous avons parlé donc des échanges permanents entre le plasma et le liquide interstitiel. Vous avez donc les liquides interstitiels et l'espace intracellulaire. Donc l'échange entre le plasma et le liquide intracellulaire se fait via donc l'espace interstitiel. Et vous avez là, ici un vaisseau lymphatique, capillaire lymphatique qui contient donc le liquide interstitiel canalisé. Et là à l'intérieur vous avez donc les lymphocytes. Alors la plupart des constituants du plasma sanguin circulent librement à travers les parois capillaires pour former le liquide interstitiel. Les capillaires sanguins perdent plus de liquide par filtration qu'ils n'en récupèrent par réabsorption. Parce qu'on va parler donc de transport en vrac, donc il y a plus de liquide qui est filtré, une quantité par exemple de 20 litres qui sont filtrés, mais il y a seulement 13 litres qui sont réabsorbés. Alors où passent les 3 litres restants? Ils sont de ces liquides. Le liquide donc excédent, filtré environ 3 litres par jour, pénètre dans les capillaires lymphatiques. Donc il est réabsorbé dans les vaisseaux lymphatiques où il constitue la lymphe. La lymphe finit par être drainée dans le sang veineux par le canal thoracique et le canal lymphatique droit à la jonction des veines sous-clavières et jugulaires internes. Donc vous voyez donc il y a une circulation lymphatique en parallèle de la circulation sanguine. Donc la lymphe qui va donc rejoindre la circulation sanguine via donc cette veine du canal thoracique, et donc l'excès de liquide qui n'a pas été filtré va donc rejoindre la circulation générale via donc la lymphe. Donc le liquide circulant donc en suivant vont suivre le liquide circulant donc en suivant donc les circuits donc en suivant donc le trajet suivant: artère sanguine, capillaire sanguin, espace interstitiel, papillaire lymphatique, la lymphe, vaisseaux lymphatiques et veines sous-clavières pour rejoindre la circulation. Donc la lymphe va servir à rétablir le volume qui a été filtré, qui n'a pas été réabsorbé. On dit la lymphe joue un rôle très important dans le maintien de la volumétrie. Alors donc composition de la lymphe interstitielle comprend donc en solution de très nombreuses substances à l'état ionique: bicarbonate, concentration 25 milli équivalent, le chlore, le sodium, calcium, potassium 5 milli équivalent, l'acide organique 5 milli équivalent, les protéines 0,5 milli équivalent, en constatant que la lymphe est plus riche en ion chlore que le plasma. Donc vous avez dans la lymphe 110
110 contre 103 dans le plasma. Il est moins riche en ion sodium, donc 132 milléquivalents contre 134, et que la teneur en ion carbonate est la même que celle du plasma. Alors que les protéines sont très peu abondantes dans la lymphe, 0,5 milléquivalents contre 17 milléquivalents dans le plasma. Rôle de la lymphe, il sera amené donc les différentes substances de la circulation sanguine aux cellules et de transporter les déchets de ces dernières afin de les éliminer. Alors il participe à la défense de l'organisme. Les ganglions sont des amas de globules blancs. Participent donc à la défense de l'organisme. Les ganglions lymphatiques sont donc des amas de globules blancs. Je vais donc arrêter.